Le lustre en cristal au-dessus de la table à manger projetait une lumière parfaite sur la nappe blanche, tandis que je coupais mon saumon. La voix de ma mère avait ce ton particulier que j'avais appris à reconnaître en 28 ans, le ton qui signifiait qu'elle avait pris une décision et attendait une obéissance immédiate. Nous devons discuter de ta situation financière, Charlotte, dit-elle, en posant son verre de vin avec une précision calculée. Ton père et moi avons décidé qu'il était temps de faire quelques changements. Ma sœur, Victoria, se pencha en avant, son bracelet en diamant captant la lumière. À 32 ans, elle avait perfectionné l'art de paraître à la fois compatissante et supérieure. C'est vraiment pour ton bien, Charlie. Je continuai de manger, gardant une expression neutre. Quel changement? Nous te coupons les vivres, déclara maman. Avec effet immédiat. Plus d'allocations mensuelles, plus de cartes de crédit, plus de paiement de loyer. Tu as 28 ans. Il est temps de grandir et de subvenir à tes besoins, comme le fait ta sœur. Mon frère, Marcus, hocha la tête de l'autre côté de la table, l'air suffisant. À 35 ans, il se considérait comme le génie financier de la famille, malgré le fait que ses fructueuses entreprises immobilières avaient nécessité 3 renflouements au cours des 5 dernières années. Nous avons tous encouragé ton style de vie paresseux depuis trop longtemps. Victoria a sa boutique, j'ai mes investissements. Toi, tu ne fais qu'exister. Je travaille, dis-je doucement, en prenant une gorgée d'eau. Victoria rit. Tu fais du bénévolat dans cette petite association. Ce n'est pas un vrai travail, ma chérie. C'est un passe-temps pour les enfants de riches qui ne veulent pas admettre qu'ils sont des enfants de riches. La Fondation pour l'alphabétisation des enfants me paie, ai-je souligné. 30 000 par an, se moqua Marcus. Ça ne couvrira même pas le loyer de ton appartement. Comment comptes-tu maintenir ton style de vie avec un salaire d'association? Je posai ma fourchette avec précaution. Je me débrouillerai. Tu te débrouilleras. La voix de maman s'éleva légèrement. Charlotte, ton appartement coûte 8 000 € par mois. Le paiement de ta voiture est de 1 200 €. Ton assurance maladie, ton abonnement à la salle de sport, ton style de vie. As-tu la moindre idée de combien nous avons subventionné ton existence? J'en suis consciente, ai-je dit. Et vous? Papa prit enfin la parole, sa voix portant le poids de la déception que j'avais entendue toute ma vie. Parce que ta mère et moi avons examiné les finances de la famille, et nous dépensons plus de 15 000 € par mois pour te soutenir, pendant que tu joues à être une femme qui travaille. Nous avons été plus que généreux, poursuivit maman. Tu as eu une bourse complète pour Princeton. Nous t'avons acheté cette voiture quand tu as eu ton diplôme. Nous avons payé ton appartement pendant 6 ans. Nous t'avons donné toutes les opportunités de t'établir, et au lieu de ça, tu choisis de travailler pour une œuvre de charité avec un salaire de misère. Victoria tendit la main par-dessus la table, me tapotant la main avec une fausse sympathie. C'est de l'amour vache, mais tu en as besoin. Quand maman et papa m'ont coupé les vivres après l'université, ça m'a forcé à ouvrir ma boutique. Maintenant, je suis complètement autonome. J'ai failli rire. La boutique de Victoria avait nécessité un investissement de 2 millions € du fonds familial, avait perdu de l'argent pendant 3 années consécutives, et ne tenait encore que parce que maman et ses amis la traitaient comme leur club de shopping personnel, payant des prix exorbitants pour des vêtements médiocres. Marcus a appris la même leçon, ajouta papa. Il a bâti son portefeuille immobilier à partir de rien. Ce portefeuille s'était effondré 2 fois, obligeant le fonds familial à racheter discrètement ses propriétés en défaut de paiement à des prix gonflés pour le sauver de la faillite. Mais je n'ai rien dit. Alors, voici ce qui va se passer, annonça maman. À partir de demain, tout soutien financier cesse. Tes cartes de crédit seront annulées. Nous te donnons 60 jours pour déménager de l'appartement. C'est plus que généreux. Après ça, tu es seul. Nous faisons ça parce que nous t'aimons, ajouta Victoria, sa voix dégoulinante de fausse sollicitude. Tu dois apprendre ce qu'est le monde réel. Marcus se renversa dans sa chaise, faisant tournoyer son scotch. Essaie peut-être de postuler dans de vraies entreprises. Avec ton diplôme de Princeton, tu pourrais probablement décrocher un poste de débutant quelque part. Ça ne paiera pas beaucoup au début, mais c'est comme ça que nous avons tous commencé. Nous tous, c'est-à-dire lui et Victoria, qui n'avaient jamais travaillé un seul jour sans que l'argent de la famille ne soutienne chaque entreprise, ne finance chaque échec, et n'amortisse chaque chute. Je comprends, dis-je simplement. Maman cligna des yeux. Tu comprends?
C'est tout ce que tu as à dire? Que voudrais-tu que je dise? Une reconnaissance du fait que tu as vécu de notre générosité, dit papa. Un peu de gratitude pour les années de soutien. Un plan sur la façon dont tu vas survivre sans notre aide. Je suis reconnaissante pour votre soutien passé, dis-je avec précaution. Et je trouverai une solution pour le reste. Tu trouveras une solution, répéta Marcus d'un ton moqueur. Charlie, tu es sur le point d'être expulsé d'un appartement à 8 000 € avec un salaire de 30 000 €. Je ne pense pas que tu saisisses la réalité de ta situation. Peut-être pas, ai-je convenu. L'expression de Victoria vira à quelque chose de presque apitoyé. Veux-tu que je parle à certains de mes amis? Peut-être que quelqu'un a besoin d'une assistante ou quelque chose comme ça. Ça ne paiera pas bien, mais c'est mieux que rien. C'est gentil de ta part, ai-je dit. Je te ferai savoir si j'ai besoin d'aide. Quand tu auras besoin d'aide, corrigea maman. Charlotte, la fierté c'est bien, mais nous parlons de ta survie. Tu n'as pas d'économie, nous le savons, car nous avons financé toute ta vie. Tu n'as aucun actif à part cette voiture, que tu devras probablement vendre. Tu n'as aucune éducation financière, car tu n'as jamais eu à gérer d'argent. Nous n'essayons pas d'être cruels, dit papa, bien que son ton suggéra le contraire. Nous essayons de t'apprendre la responsabilité. Ton grand-père a bâti la richesse de cette famille par le travail acharné et la discipline. Ta mère et moi l'avons maintenue par une gestion prudente. Nous t'avons vu dériver dans la vie sans but ni ambition, et nous l'avons encouragé depuis trop longtemps. Grand-père Charles serait déçu, ajouta Marcus. Il croyait qu'il fallait mériter sa place dans le monde. Je pris une autre gorgée d'eau, laissant passer le commentaire. Grand-père Charles aurait certainement été déçu, mais pas de moi. Alors, c'est clair? Demanda maman. Plus d'argent. Plus de soutien. Tu es seul. Limpide, ai-je confirmé. Bien. Elle reprit son verre de vin. Maintenant, discutons de quelque chose de plus agréable. Victoria, comment va la boutique? Victoria se lança dans une description détaillée de sa dernière collection, omettant soigneusement le fait qu'elle avait perdu 40 000 € le trimestre précédent. Marcus intervint au sujet de sa nouvelle acquisition immobilière, sans mentionner qu'elle était sous l'eau sur l'hypothèque. Papa discuta de son handicap de golf. Maman planifia son prochain gala de charité. J'ai terminé mon dîner en silence, regardant ma famille célébrer ce qu'ils croyaient être une importante leçon de responsabilité. Ils voyaient une fille dépendante, enfin forcée d'entrer dans l'âge adulte. Ils n'avaient aucune idée de ce qu'ils venaient de mettre en branle. Après le dessert, je me suis excusé poliment. Je devrais rentrer et commencer à planifier. Voilà l'esprit, dit papa avec approbation. Affronte tes défis de front. Je t'enverrai des offres d'emploi par texto, promit Victoria. Des postes de débutants, mais on doit tous commencer quelque part. Fais-moi savoir quand tu auras besoin d'aide pour déménager, offrit Marcus. Tu devras probablement réduire considérablement ton train de vie. Peut-être trouver un studio dans un quartier moins cher. Merci à tous, ai-je dit, pour tout. Maman se leva, me donnant une étreinte raide. Tu nous remercieras un jour, Charlotte. Quand tu seras sur tes deux pieds, subvenant à tes besoins. Tu comprendras que nous avons fait ça par amour. Je suis rentré à la maison dans la Mercedes qu'il pensait reprendre dans 60 jours, je me suis garé dans le garage qu'il croyait que je ne pourrais bientôt plus me permettre, et j'ai pris l'ascenseur jusqu'à l'appartement qu'il supposait que j'allais abandonner. Une fois à l'intérieur, je me suis versé un verre de vin et je me suis assise sur le canapé, mon téléphone à la main. L'écran affichait 3 appels manqués du même numéro, Whitmore et Associates, administration de fiducie. Je les avais ignorés pendant le dîner, sachant exactement pourquoi ils appelaient. J'ai composé le numéro. Sarah Whitmore a répondu à la première sonnerie. Mademoiselle Hartwell, dit-elle chaleureusement, j'essayais de vous joindre. Nous avons remarqué une activité inhabituelle et voulions confirmer vos instructions. Quelle activité inhabituelle, ai-je demandé, bien que je le sache. Votre mère nous a contactés cet après-midi, pour demander des informations sur le transfert de fonds et la modification des calendriers de distribution. Quand je lui ai expliqué que seul le fiduciaire pouvait autoriser de tels changements, elle a semblé assez surprise. Elle a indiqué que vous aviez été coupé financièrement et a suggéré que la fiducie devrait refléter cette décision. J'ai fermé les yeux. Que lui avez-vous dit? Rien, m'a assuré Sarah.
La confidentialité des clients est absolue. Mais, mademoiselle Hartwell, elle semblait sincèrement ignorer la structure de la fiducie. Je voulais confirmer, dois-je informer votre famille de votre position en tant que fiduciaire? Pas encore, ai-je dit doucement. Compris. Cependant, je dois mentionner que votre frère a appelé il y a 1 heure avec des questions similaires. Il voulait savoir comment accélérer ses distributions et a mentionné que vous seriez hors jeu financièrement. Quand j'ai demandé des éclaircissements, il a raccroché. Je n'étais pas surprise. Marcus agissait toujours vite quand il sentait une opportunité. Il y a une autre chose, poursuivit Sarah. Votre père a pris rendez-vous pour demain matin. Il a mentionné vouloir restructurer la fiducie familiale pour refléter les réalités actuelles, ces mots exacts. L'avez-vous informé que cela nécessite mon approbation? Non. J'ai pensé que vous préféreriez gérer cette conversation vous-même. À quelle heure est son rendez-vous? 10 heures j'y serai, ai-je décidé. En fait, Sarah, organisons une réunion de famille complète. Contactez mes parents, Victoria et Marcus. Dites-leur que c'est obligatoire pour tous les bénéficiaires de la fiducie, demain à 10 heures. Tous. La surprise de Sarah était évidente. Mademoiselle Hartwell, en êtes-vous sûre? Cela pourrait devenir compliqué. C'est déjà compliqué, ai-je souligné. Ils ont décidé de me couper les vivres parce qu'ils pensent que je suis financièrement dépendante d'eux. Ils devraient probablement connaître la vérité avant de faire quoi que ce soit de radical. Comme essayer de restructurer une fiducie qu'ils ne contrôlent pas, dit Sarah sèchement. Je passerai les appels. Dois-je mentionner que vous serez présente? Non. Que ce soit une surprise. Après avoir raccroché, je suis allé à mon bureau à domicile et j'ai ouvert le classeur verrouillé où je gardais les documents que ma famille n'avait jamais pris la peine de lire, les documents de la fiducie, les états financiers, les calendriers de distribution, les plans de succession. Grand-père Charles avait créé la fiducie familiale il y a 40 ans, avec 30 millions d'euros provenant de la vente de son entreprise manufacturière. Grâce à une gestion prudente et des investissements stratégiques, elle était passée à 80 millions. La fiducie fournissait des distributions mensuelles à tous les membres de la famille, finançait leurs entreprises, payait leurs maisons, et maintenait leur style de vie. Et depuis 7 ans, depuis la mort de grand-père, j'en étais la fiduciaire. Non pas parce que j'avais demandé ce poste. Non pas parce que j'avais comploté ou manipulé, mais parce que grand-père Charles savait quelque chose que mes parents n'ont jamais compris, la richesse sans sagesse n'est que de l'argent attendant d'être gaspillé. Il avait vu papa traverser la vie grâce à l'argent hérité, faisant de mauvais investissements et de pires décisions. Il avait vu les habitudes de dépenses de maman s'accélérer d'année en année, son sentiment de droit grandissant à chaque achat de créateur. Il avait observé les entreprises téméraires de Marcus et l'entrepreneuriat délirant de Victoria, tous deux financés par l'argent familial qu'il traitait comme infini. Et il m'avait vu, tranquillement, étudier la finance à Princeton, faire un stage chez Whitmore et Associates pendant mes étés, et lui poser des questions précises sur la gestion de fiducie et la responsabilité fiduciaire. La plupart des gens pensent qu'être riche, c'est dépenser de l'argent, m'a-t-il dit lors de l'une de nos dernières conversations. Mais la vraie richesse, c'est de la préserver pour les générations futures. Tes parents ne comprennent pas ça. Tes frères et sœurs ne l'apprendront pas. Mais toi, Charlotte, tu as le tempérament pour l'intendance. Il a modifié les documents de la fiducie 2 semaines avant sa mort, me nommant fiduciaire successeur avec une autorité discrétionnaire totale sur toutes les distributions. Mes parents, mon frère et ma sœur étaient des bénéficiaires, ayant droit à des distributions mensuelles à ma discrétion, mais ils n'avaient aucun contrôle, aucune autorité, et aucune capacité de modifier la fiducie sans mon approbation. Ils n'avaient jamais posé de questions sur la structure de la fiducie, jamais lu les documents, jamais remis en question la raison pour laquelle les distributions continuaient à couler à flot, les entreprises continuaient à être financées, et les styles de vie continuaient à être maintenus. Ils supposaient que papa gérait tout, comme grand-père l'avait fait. Mais papa n'était pas le fiduciaire. Il ne l'avait jamais été. Et demain, quand il entrerait chez Whitmore et Associates en s'attendant à restructurer la fiducie familiale pour punir sa fille décevante, il allait apprendre exactement qui contrôlait les 80 millions d'euros dont toute sa vie dépendait. J'ai étonnamment bien dormi cette nuit-là. Le lendemain matin, je me suis habillé avec le tailleur Tom Ford que j'avais acheté avec mon propre argent, mon salaire de l'association, soigneusement économisé sur 6 ans. J'ai attaché mes cheveux en un chignon élégant, me suis maquillé au minimum, et j'ai conduit jusqu'au bureau de Whitmore et Associates, dans le centre de Boston.
Sarah m'a accueilli dans le hall, son expression soigneusement professionnelle, mais ses yeux amusés. Ils sont tous dans la grande salle de conférence. Votre père est arrivé en avance et fait les 100 pas depuis 20 minutes. Votre mère n'arrête pas de demander pourquoi cette réunion est nécessaire. Marcus a essayé de la reporter, et Victoria ne comprend pas pourquoi elle doit être là. Et ils ne savent pas que je viens, ai-je dit. Tous les bénéficiaires de la fiducie devaient être présents. Je n'ai jamais mentionné que vous étiez aussi la fiduciaire. Elle a fait une pause. Êtes-vous prête pour ça? Je suis prête depuis 7 ans, ai-je dit. J'espérais juste que ça n'en arriverait pas là. Nous avons marché ensemble jusqu'à la salle de conférence. À travers les parois vitrées, je pouvais voir ma famille disposée autour de la table en acajou. Papa était assis en bout de table, l'air propriétaire. Maman vérifiait son téléphone. Marcus tapait sur son ordinateur portable. Victoria examinait sa manucure. Aucun d'eux n'a levé les yeux quand Sarah et moi sommes entrés. Merci à tous d'être venus, commença Sarah d'un ton professionnel. Comme je l'ai mentionné, il s'agit d'une réunion obligatoire pour tous les bénéficiaires de la fiducie familiale Charles Hartwell. Nous avons des questions importantes à discuter concernant l'administration de la fiducie et les calendriers de distribution. Papa agita la main d'un air dédaigneux. C'est bon. Faisons vite. J'ai une partie de golf à midi. Maintenant, j'ai examiné la situation financière de notre famille, et je veux apporter quelques changements à la structure de la fiducie. Monsieur Hartwell, l'interrompit doucement Sarah, avant de discuter de tout changement potentiel, je dois m'assurer que tout le monde comprend la structure actuelle de la fiducie. Connaissez-vous les termes de la fiducie de votre père? Bien sûr, dit papa avec impatience. Mon père l'a créée il y a 40 ans. Je la gère depuis sa mort. Elle fournit des distributions aux membres de la famille et finance divers besoins familiaux. C'est assez simple. Je vois. Le ton de Sarah resta neutre. Et vous croyez être le fiduciaire? Évidemment. Je suis le fils aîné, le successeur de mon père. C'est comme ça que ça marche. Maman hocha la tête en signe d'accord. Marcus et Victoria avaient l'air de s'ennuyer. Je suis restée silencieuse, près de la porte. M. Hartwell, dit Sarah avec précaution, je crains qu'il y ait eu un malentendu. Vous n'êtes pas le fiduciaire de la fiducie familiale Charles Hartwell. Vous ne l'avez jamais été. La pièce devint complètement silencieuse. Le visage de papa rougit. C'est ridicule. Bien sûr que je suis le fiduciaire. Qui d'autre cela pourrait-il être? Selon les documents de la fiducie exécutés par votre père il y a 7 ans, la fiduciaire actuelle est Charlotte Hartwell. 4 têtes se tournèrent pour me regarder. Le silence s'étira pendant 5 longues secondes. Puis papa rit. C'est absurde. Charlotte? Elle est juste la personne qui gère vos distributions mensuelles depuis 7 ans, termina Sarah en douceur. La personne qui a approuvé les renflouements immobiliers de Marcus. La personne qui a financé la boutique de Victoria. La personne qui a maintenu tous vos styles de vie, tout en travaillant dans une association et en vivant selon ses moyens. C'est une blague, dit Marcus, la voix sèche. Charlie ne gère pas la fiducie. Elle ne gère rien. Elle travaille pour une œuvre de charité. Elle travaille pour une œuvre de charité, acquiesça Sarah, et gère un fonds fiduciaire de 80 millions d'euros qui fournit les distributions mensuelles dont vous dépendez tous. Les 60 000 euros par mois à vos parents. Les 45 000 euros à vous, Marcus. Les 38 000 euros à Victoria. Tout cela à la discrétion de Charlotte, en tant que fiduciaire. Le visage de maman avait pâli. Ça ne peut pas être vrai. Charles n'aurait pas. Pourquoi aurait-il fait de Charlotte la fiduciaire? Peut-être, dis-je doucement, prenant la parole pour la première fois depuis mon entrée, parce que grand-père savait que je ne traiterais pas le patrimoine familial comme un distributeur automatique infini. Victoria se leva brusquement. C'est insensé. Vous nous dites que Charlie, à qui on vient de couper les vivres contrôle en fait tout notre argent? Pas votre argent, corrigea Sarah. L'argent de la fiducie. De l'argent que Charles Hartwell a désigné pour le soutien de la famille, avec des montants de distribution et des conditions déterminées par le fiduciaire. Charlotte a été exceptionnellement généreuse dans sa gestion,
approuvant des distributions qui dépassent les directives recommandées de la fiducie et finançant des entreprises que la plupart des fiduciaires professionnels auraient refusées. Mes investissements immobiliers sont solides, lança Marcus. Vos investissements immobiliers ont fait perdre à la fiducie environ 3 millions d'euros en 5 ans, répondit Sarah, en consultant ses notes. Charlotte a approuvé un financement de sauvetage à 3 reprises pour vous éviter de déclarer faillite. La boutique de Victoria a nécessité un investissement de 2 millions d'euros et n'a jamais été rentable, ai-je ajouté doucement. Je l'ai approuvé quand même, car les entreprises familiales entrent dans l'objet de la fiducie. Toi. La voix de papa avait baissé à un niveau dangereusement bas. C'est toi qui as pris ces décisions. Une enfant qui n'a jamais travaillé un vrai jour de sa vie? Une diplômée de Princeton avec un diplôme en finance, qui a fait un stage dans ce cabinet pendant 3 étés et a réussi son examen de la série 65 à 22 ans, intervint Sarah. Charlotte a été l'une des fiduciaires les plus consciencieuses avec qui j'ai travaillé en 20 ans. Maman secoua la tête, sa coiffure parfaite ne bougeant pas, ça n'a aucun sens. Pourquoi Charles ne nous l'aurait-il pas dit? Pourquoi ne nous l'aurais-tu pas dit, Charlotte? Grand-père l'a dit à papa, ai-je dit. Il lui a donné les documents de la fiducie après les avoir modifiés. Il a expliqué la structure. Papa ne les a jamais lus. Aucun d'entre vous. C'est. Papa commença, puis s'arrêta, son expression changeant alors que le souvenir rattrapait le déni. Et je ne vous l'ai pas dit, ai-je continué, parce que grand-père me l'a demandé. Il a dit que si je faisais bien mon travail, vous n'auriez jamais besoin de savoir qui gérait l'argent. Vous vivriez simplement vos vies, en sécurité et confortablement, sans vous soucier des détails. C'est inacceptable, déclara Marcus. Je vais contester ça. Il n'est pas question qu'une fiducie de cette taille soit contrôlée par. Par qui, ai-je demandé calmement. La personne qui l'a fait passer de 65 millions à 80 millions grâce à des investissements prudents? La personne qui a géré les distributions de manière responsable pendant que vous avez perdu des millions dans des entreprises ratées? La personne qui a eu un vrai travail pour comprendre la valeur de l'argent pendant que vous l'avez tous traité comme un dû? Espèce de petite prétentieuse. Marcus se leva, le visage rouge. Asseyez-vous, monsieur Hartwell, dit fermement Sarah. C'est une réunion professionnelle, et je ne tolérerai aucun comportement agressif. La voix de Victoria sortit, faible. Alors, quand maman a dit qu'elle te coupait les vivres. Elle annonçait qu'elle cesserait de payer des dépenses que je paie moi-même depuis des années, ai-je dit. L'appartement est à mon nom. La voiture est payée. Mes cartes de crédit sont les miennes. Les distributions mensuelles que vous pensiez me soutenir sont allées sur mon compte d'épargne, qui a maintenant un solde d'environ 1,2 million d'euros. Maman halta. Pendant que je vivais avec mon salaire d'association, ai-je continué, et que j'apprenais ce que 30 000 euros par an représentent vraiment. C'est pourquoi je conduis une Mercedes de 6 ans au lieu d'en acheter une neuve tous les 2 ans comme certaines personnes. Pourquoi je fais du bénévolat lors d'événements caritatifs au lieu de payer des prix exorbitants pour de la haute couture. Pourquoi j'ai gardé le même appartement au lieu de déménager dans un Penthouse. Tu nous as testés, dit papa lentement. Toutes ces années, tu nous as regardé gaspiller de l'argent en faisant semblant d'être l'un des nôtres. J'ai été l'un des vôtres, ai-je corrigé, une bénéficiaire de la fiducie de grand-père, tout comme vous. La différence, c'est que j'ai aussi la responsabilité de la gérer, et la sagesse de savoir que la richesse familiale n'est pas infinie. Et maintenant, exigea Marcus. Tu nous coupes les vivres à tous? Tu nous punis de ne pas avoir su que tu étais aux commandes? Je l'ai regardé longuement. Ça dépend. De quoi? De votre capacité à apprendre la leçon que grand-père a essayé d'enseigner. Je me suis tourné vers Sarah. Quelles sont les distributions mensuelles actuelles? Elle a consulté sa tablette. M et Madame Hartwell, 60 000 euros. Marcus, 45 000 euros. Victoria, 38 000 euros. Total des distributions familiales, environ 143 000 euros par mois, soit 1,7 million par an. Et le taux de distribution recommandé par la fiducie pour une préservation à long terme. Pas plus de 4% des actifs par an. Pour une fiducie de 80 millions d'euros, cela représente environ 3,2 millions. Les distributions personnelles de votre famille représentent environ la moitié du taux de distribution sûr. Lorsque nous ajoutons le financement des entreprises et les dépenses ponctuelles, la fiducie distribue au taux maximum durable. J'ai hoché la tête. Donc, pas de marge pour l'expansion,
pas de coussin pour les urgences, pas de tampon pour les baisses du marché. Correct. J'ai regardé ma famille, tous me fixant maintenant avec des expressions mêlées de choc, de colère et de peur. Voici ce qui va se passer, ai-je dit calmement. Vos distributions actuelles resteront inchangées. Je ne vais pas vous punir de ne pas savoir quelque chose que vous n'avez jamais pris la peine d'apprendre. Mais il y aura de nouvelles conditions. Des conditions? La voix de maman était sèche. Marcus, ta prochaine entreprise immobilière nécessitera un plan d'affaires complet, examiné par des consultants indépendants, avant que la fiducie n'investisse un seul dollar. Si elle échoue, il n'y aura plus de renflouement. Tu géreras tes pertes avec l'argent de ta propre distribution. Marcus a ouvert la bouche pour protester, puis l'a refermée. Victoria, ta boutique a 2 ans pour devenir rentable ou autonome. Je continuerai le financement actuel pendant cette période, mais après, soit elle tient toute seule, soit elle ferme. Je t'aiderai à engager un vrai consultant en affaires si tu es intéressé à vraiment réussir. Victoria avait l'air accablée, mais hocha lentement la tête. Maman et papa, vos distributions continuent telles quelles, mais j'ai besoin que vous rencontriez un conseiller financier et que vous créiez un vrai budget qui tienne compte de vos dépenses réelles par rapport à vos revenus. Car, à terme, la fiducie passera à la génération suivante, et il mérite la même sécurité que celle dont vous avez joui. Et si nous refusons, demanda froidement papa. Alors, je réduirai les distributions au minimum requis par les documents de la fiducie, ce qui représente environ 40% de ce que vous recevez actuellement, et je placerai le reste dans des comptes de préservation pour les générations futures. C'est mon droit et ma responsabilité en tant que fiduciaire. La pièce est redevenue silencieuse. Tu ne peux pas être sérieuse, dit finalement maman. Charlotte, nous sommes ta famille. Exactement, ai-je convenu. Vous êtes ma famille, c'est pourquoi je protège votre sécurité financière depuis 7 ans, pendant que vous me preniez pour l'échec de la famille. C'est pourquoi je la protège encore maintenant, même après que vous ayez décidé de me couper les vivres pour ne pas être à la hauteur de vos standards. C'est du chantage, déclara Marcus. Non, intervint Sarah. C'est de l'administration de fiducie. Charlotte a été extraordinairement généreuse. La plupart des fiduciaires auraient mis en place ces conditions il y a des années. Je vous ai accordé le bénéfice du doute, ai-je dit. J'espérais que vous apprendriez un jour à valoriser l'argent de manière appropriée, sans y être forcé. Mais hier, quand vous avez décidé de couper mon soutien, un soutien dont je n'ai jamais eu besoin et que je n'ai jamais utilisé, vous avez prouvé que vous voyez encore la richesse familiale comme une arme pour contrôler les gens, plutôt que comme une responsabilité à préserver. Je me suis levé, ramassant mon sac. Sarah organisera des réunions individuelles avec chacun d'entre vous pour discuter des nouvelles conditions. Vous signerez des formulaires de reconnaissance confirmant que vous comprenez la structure de la fiducie, puis nous avancerons en tant que famille qui comprend réellement comment fonctionne notre sécurité financière. Où vas-tu? A demandé Victoria. Au travail, ai-je dit simplement. J'ai une réunion à la Fondation pour l'alphabétisation des enfants à 11 heures. Nous lançons un nouveau programme pour les communautés défavorisées. Ça paie 30 000 € par an, mais c'est un travail gratifiant. Vous devriez essayer un jour, de travailler pour autre chose que l'argent. Je me suis dirigé vers la porte, puis j'ai fait une pause et j'ai regardé en arrière. Oh, et une dernière chose. L'appartement que vous pensiez reprendre dans 60 jours? Je l'ai acheté il y a 3 ans avec mes propres économies. La voiture que vous supposiez reprendre? Payée en totalité. Le style de vie que vous croyez financer? Autonome. Je n'ai pas besoin de votre argent. Je ne l'ai jamais eu. Alors pourquoi ne nous l'as-tu pas dit? Demanda maman, la voix légèrement brisée. Parce que grand-père m'a demandé de vous protéger, ai-je dit doucement. De vous-même et du monde. C'est ce que fait un fiduciaire. C'est ce que fait une famille. Même quand la famille oublie qui s'occupe réellement de qui. Je les ai laissés assis dans un silence stupéfait. En conduisant vers l'association, mon téléphone a sonné. Sarah, ai-je dit. Ça, dit-elle, c'était la réunion de famille la plus professionnellement dévastatrice que j'ai vue en 2 décennies d'administration de fiducie. Trop dur, ai-je demandé. Parfaitement calibré. Votre grand-père serait fier. Vont-ils se conformer? Ils n'ont pas le choix. Mais Charlotte, je pense que ça leur fera du bien. Parfois, les gens ont besoin de comprendre les fondations sur lesquelles ils se tiennent avant d'apprendre à ne pas les tenir pour acquises.
J'espère que tu as raison. Je l'ai. Et pour ce que ça vaut, ce discours sur le fait de travailler pour autre chose que l'argent s'avalait hanté. J'ai souri légèrement. Bien. Ce soir-là, mon téléphone a vibré de messages. D'abord, Victoria, pouvons-nous parler? Vraiment parler. Puis, Marcus, j'ai besoin de comprendre les termes de la fiducie. Demain. Finalement, maman, dîner de famille dimanche. S'il te plaît, viens. Nous devons en discuter correctement. Le message de papa est arrivé en dernier. Juste 3 mots. Ton grand-père savait. J'ai répondu à chacun par un simple accord. Oui pour parler. Oui pour expliquer. Oui pour le dîner du dimanche. Parce que c'est ce que fait une famille. Même quand ils oublient, même quand ils échouent, même quand ils ont besoin qu'on leur rappelle que l'amour et l'argent ne sont pas la même chose, et que la personne qu'ils rejetaient comme dépendante était en fait celle qui tenait tout ensemble. Grand-père Charles avait su ce qu'il faisait en me nommant fiduciaire. Il m'avait donné les outils pour protéger ma famille de ses pires impulsions, l'autorité pour préserver la richesse pour les générations futures, et la sagesse de savoir que la vraie sécurité vient de la compréhension de la valeur, et pas seulement de la possession d'argent. Et maintenant, enfin, ma famille était prête à apprendre.